Salut à tous! Notre grand dispositif Coupe du Monde continue aujourd'hui avec ce deuxième épisode où nous allons vous parler du groupe B, composé de l'Angleterre, de l'Iran, du Pays de Galles et des États-Unis. Un groupe qui parle bien anglais donc et qui devrait être assez ouvert avec des équipes que l'on connaît pas forcément super bien et qui risquent de se disputer la deuxième place derrière nos amis anglais. Et quelle meilleure façon que de parler de tout ça en étant accompagné par notre cher Val. Alors hier, Alexandre t'appelait le plus grand d'entre nous. Je te qualifierai donc de légende aujourd'hui. Pressé de parler de ce beau groupe B, chère légende. En plus de devenir animateur désormais de podcast, Bilal, tu as un jeu d'acteur absolument formidable. Parce qu'on va pas vous cacher un peu les coulisses de cet enregistrement, mais évidemment, on est en train de le refaire une deuxième fois parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Donc voilà, Bilal vous a refait exactement la même présentation, mot pour mot, avec les mêmes intonations. Donc il est vraiment très très fort. Faut dire que la deuxième version était quand même un peu mieux. Ouais, c'est vrai. Mais non, bon, de manière plus globale, ça va être sympa de suivre ce groupe B, qui va être un groupe assez intense en termes de géopolitique. On en reparlera avec Jean-Baptiste Guégan pendant la compétition. Et de voir. Alors, je pense qu'il y a quand même deux équipes qui se détachent dans ce groupe, une par le haut avec l'Angleterre et une par le bas avec l'Iran, qui aura évidemment beaucoup de difficultés à s'imposer. Mais entre les deux autres équipes, le Pays de Galles et les États-Unis, je pense qu'on peut avoir une confrontation qui va être assez sympa, alors à distance, et puis aussi je sais plus quand est-ce qu'ils se rencontrent exactement, mais pendant le face-à-face, je pense que ça va être un peu déterminant pour savoir qui se qualifie en huitième de finale. Donc ouais, ça va être un groupe assez marrant. Du coup, je pense qu'on va peut-être débuter la présentation de ce groupe-là par le grand favori, nos amis anglais. Les derniers résultats en compétition internationale sont clairement à la hauteur, hein, donc ils font quatrième de la dernière Coupe du Monde, finesse de l'Euro, donc la logique serait de les voir en tant que grands favoris sur cette compétition. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est pas forcément incroyable. Ils restent sur 6 matchs sans victoire en Ligue des Nations, avec notamment la gifle contre la Hongrie 4-0, qui était quand même assez marquante. Sur la sélection qui a été présentée récemment, on a vu que des noms comme Tammy Abraham ou encore Tomori n'étaient pas sélectionnés, tout simplement. Alors qu'on voit à l'opposé un Maguire toujours présent. Est-ce qu'on se mettrait pas à douter de la capacité de ces Anglais à aller loin dans cette Coupe du Monde? Bah, justement, le secteur défensif, c'est un sujet très clair en Angleterre, parce qu'il y a énormément de difficultés. Et comme tu l'as introduit, c'est aussi ce que nous a confirmé Quentin Gess, qu'on a recruté et qui, justement, qu'on a recruté pas du tout, qui intervient pour nous justement en tant qu'expert sur l'Angleterre pendant cette émission, qui nous disait que voilà, malgré l'effectif pléthorique, le secteur défensif était vraiment quelque chose de problématique avec cette sélection, et aussi la capacité de Gareth Southgate à emmener cette équipe encore plus loin dans une compétition malgré les bons résultats. Et il y a quand même une certaine absence de jeu qui pose question, mais je vous laisse écouter tout ça avec Quentin. Salut Quentin, merci d'être avec nous pour cette petite preview sur l'Angleterre. Bon, écoute, on a le grand public en tout cas a laissé les Anglais sur une finale d'Euro perdue à domicile l'année dernière. Quelle est la dynamique depuis cette finale? Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de performance? Alors, on a eu des performances globalement plutôt décevantes, avec notamment la Ligue des Nations où il y a eu énormément d'échecs. Il y a eu des gros revers, notamment contre la Hongrie, contre l'Italie. Globalement, l'Angleterre va pas si bien que ça, mais elle reste quand même une équipe ultra compétitive de par la qualité de son effectif, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ils ont fini deuxième de leur poule de Ligue des Nations derrière l'Italie, hein. Non, même dernier de leur groupe. Dernier de leur groupe, ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc Ouais, l'Angleterre est reléguée en deuxième exactement, division anglaise, hein, oui, de Ligue des Nations, c'est pardon. ça. Et du coup, je suppose que la conséquence de tout ça, c'est encore plus de critiques envers Gareth Southgate, qui avait déjà été pas mal critiqué pendant l'Euro par rapport à la qualité de son jeu. Ouais, globalement, Southgate peine à convaincre, de par la qualité de son jeu effectivement, de par les critères de sélection. On a encore vu un Calvin Phillips, je pense qu'on en reparlera plus tard, qui a été sélectionné alors il a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Donc voilà, il y a un système qui fait qu'il privilégie certains joueurs par rapport à d'autres, et que son discours qui était de se baser uniquement sur les performances et les joueurs en forme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et il s'appuie uniquement sur des joueurs qu'il connaît et dont il connaît les qualités. Mais globalement, voilà, ces résultats ne parlent pas pour lui pour l'instant. Même si dans les grandes compétitions, pour l'instant, il a plutôt réussi ses performances avec
une demi-finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro. Donc, globalement, plutôt satisfaisant. Ouais. Est-ce que les critiques vont pleuvoir du coup sur la liste des 26 que nous a concocté Southgate? Alors on va peut-être pas l'énoncer les 26 joueurs parce que c'est des joueurs qu'on connaît quand même plus ou moins, enfin même plus, à vrai dire on les connaît quasiment tous. Mais est-ce qu'il y a des critiques qui ont été formulées par rapport aux 26 qui ont été annoncés hier? Et est-ce qu'il y a des petites surprises? Il y a eu quelques critiques, notamment de par les présences de certains joueurs. Je pense que celui qui cristallise un petit peu tout ça, c'est Calvin Phillips, qui a quasiment pas joué. Je le redis, c'est assez incroyable qu'il ait été sélectionné alors qu'il a pas du tout joué. On a des Jordan Henderson qui certes sont des cadres de la sélection, mais ne sont plus titulaires en club et même plus en sélection. On a des joueurs qui, comme Kyle Walker, sont blessés et reviennent à peine de blessure et sont retenus. Et puis voilà, il y a ce choix de prendre James Madison alors que pendant des mois et des mois, il a jamais été pris alors qu'il était vraiment peut-être le meilleur à son poste globalement. Et il y a quelques absences qui font énormément parler, celle de Tammy Abraham, celle de Ivan Toney et celle de Fikayo Tomori qui, pour moi, sont les trois gros absents majeurs de cette liste. Ouais, justement, Tomori, c'est d'autant plus surprenant que quand on voit, on pourrait d'ailleurs faire un petit parallèle avec l'équipe de France, mais quand on voit la liste des défenseurs, on a l'impression qu'il y a quand même, qu'il y avait quand même de la place pour Fikayo Tomori. Est-ce que justement cette liste des défenseurs, c'est pas un petit peu la faiblesse de cette équipe anglaise? Complètement. J'ai eu ce débat avec plusieurs de mes collègues anglais hier. Effectivement, il y a énormément de critiques au sujet des défenseurs. On a beaucoup de joueurs qui sont, on n'est pas certain qu'ils soient au top niveau en ce moment. Et puis il y a des joueurs qui sont ultra performants comme Tomori, qui sont jeunes, qui apportent une vraie dynamique à un effectif et qui sont performants en club, qui n'ont pas été retenus, alors que bah voilà, comme on l'a dit, Harry Maguire est globalement a perdu sa place en club en tant que titulaire et il est quand même retenu dans cette sélection. Trent Alexander-Arnold, bon, l'avantage c'est que le choix a été vite fait avec la blessure de Reece James, mais c'est pas un joueur qui est performant depuis le début de la saison. Il est en train de vivre peut-être son pire début de saison de sa carrière. Connor Cody, c'est pas non plus un monstre absolu par rapport à un Fikayo Tomori. Donc voilà, il y a énormément de critiques au sujet de cette sélection et je pense qu'effectivement la défense cristallise un petit peu ces critiques. Est-ce que tu pourrais nous faire un 11 plus ou moins type de cette équipe anglaise ou alors nous préciser un petit peu les postes sur lesquels il y a encore des incertitudes en termes de titularisation? Ouais, sans problème. Dans les buts, on commence déjà avec une petite incertitude. Globalement, Jordan Pickford est le titulaire de Southgate. Cela dit, Nick Pope a quand même réalisé des bonnes performances en club, pas forcément en sélection, mais il a joué un petit peu ces derniers temps avec la blessure de Pickford au dernier rassemblement. Et Ramsdale est aussi très performant en club. A priori, on part sur Pickford titulaire, mais attention parce que ça peut changer. À droite, je pense qu'on va s'appuyer sur un Kyle Walker s'il est en forme. Peut-être une défense avec Maguire et Stones. Et je pense que Kieran Trippier va jouer à gauche dans cette défense. Si on avance un petit peu sur le terrain, au niveau des milieux de terrain, quel dispositif et quel joueur du coup? Je pense qu'on part sur un 4-3-3 à mon avis, avec un Declan Rice à la récupération, Ouais. Bellingham et Mount. À mon avis, c'est à peu près ce qui peut se faire dans cette équipe. Et devant, là, il y a énormément d'incertitudes. Ça va être compliqué de sortir des titulaires. Harry Kane peut-être quand même. Ouais, Harry Kane, voilà. Ça c'est peut-être la certitude qu'on a, c'est que Harry Kane, a priori, sera titulaire sans trop forcer. À mon avis, on peut avoir un Foden titulaire. Et la dernière place, il y a du monde parce qu'il y a Saka, il y a Rashford et il y a Sterling. Sterling qui est vraiment un des éléments qu'adore Southgate.
Il est ultra performant en sélection alors qu'il est pas forcément en club. Ouais, on se rappelle de son rôle l'année Saka, dernière qui était top. ouais, exactement. À l'Euro, c'était impressionnant et vraiment personne pouvait s'attendre à un tel Euro de la part de Sterling, dans la mesure où sa saison était vraiment assez moyenne finalement. Après, Saka a énormément joué ces derniers temps. On sait pas trop s'il est complètement remis de sa petite blessure, même s'il a rejoué tout de suite. Mais voilà, peut-être qu'il débutera sur le banc. Et l'incertitude, c'est Rashford, parce que Rashford, il est en train de revenir à un très très haut niveau. Il a encore marqué hier soir. Et voilà, enfin jeudi soir, pardon. Et voilà, je pense que Rashford a pas complètement dit adieu à une place de titulaire dans ce 11. Si tu devais, bon, dans l'équipe générale, dans les 26 qui est sélectionné, si tu devais sélectionner un joueur à suivre, qui ce serait et pourquoi Jude Bellingham? Bah voilà, bah je pense que on a notre joueur à suivre. C'est pas très surprenant, mais voilà, c'est un monstre absolu. Un joueur qui a des qualités comme ça à son âge, qui est titulaire en club, qui est l'élément moteur de Dortmund, Ouais, qui est clairement. l'élément moteur de ce milieu de terrain avec l'Angleterre. En Championship, bah voilà, moi je regardais pas mal le Championship et il roulait sur le championnat avec Birmingham City, qui était vraiment un club relativement moyen, voire assez nul. Et Bellingham, voilà, et c'est un plaisir de le voir jouer. C'est un élément moteur. Il est présent défensivement, offensivement, et puis il marque des buts. C'est ça qui est impressionnant chez lui, c'est que pour un milieu de terrain, marquer autant de buts, c'est assez impressionnant. Mmh. Ouais, a priori, je suis pas sûr qu'il reste très longtemps encore à Dortmund. Je pense que c'est ces 6 derniers mois et qu'après il va aller s'envoler vers un top club européen, notamment le Real, je crois qui est vraiment qui a sorti les crocs pour essayer de le recruter. Du coup, pour terminer, sur cette équipe des Three Lions, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les objectifs? On sait qu'on a parlé, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de critiques envers Southgate. Quels sont les objectifs dans cette poule? Bon, au moins dans cette poule, a priori, ambitionner les huitièmes de finale, c'est quelque chose de légitime, mais par contre, jusqu'où ça peut aller? Ben, c'est compliqué à dire parce que cette équipe doit être dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Sur le papier, c'est quand même un effectif qui est ultra complet. À tous les postes, il y a des joueurs qui jouent dans des plus grands clubs européens. Cela dit, ben voilà, il y a quand même un sacré parcours qui les attend. Dès les huitièmes de finale, ça peut tomber contre un gros. Donc je pense que le premier objectif, c'est de sortir premier de sa poule et ensuite essayer d'aller le plus loin possible. Je pense que la sélection anglaise doit viser une demi-finale pour faire aussi bien en tout cas que sur la dernière Coupe du Monde. Bon bah écoute, en tout cas super intéressant cette interview. On apprend quand même, enfin ça confirme un peu ce qu'on pensait. J'ai quand même apprécié le moment où il parle de notre ami Jude Bellingham, hein, parce que faut le savoir, en off on avait une petite discussion, un petit pari avec Val qui misait lui sur Lucas Paqueta comme joueur de la Coupe du Monde. Moi j'avais mis ma piécette sur Jude Bellingham, donc ça me va bien comme analyse. Mais oui, mais t'avances pas trop dans ces previews là. Moi, j'attends de voir de qui va nous parler Marcelin Chamois, qui sera notre expert Brésil. Mais moi, je t'ai dit, je mets une petite pièce sur Lucas Paqueta, qui a vraiment le profil pour être un joueur de Coupe du Monde sur 7-8 matchs comme ça. C'est vrai, on verra, écoute, l'avenir nous le dira et c'est la magie de la Coupe du Monde qui fera le reste. Du coup, on va peut-être enchaîner maintenant. La deuxième équipe qu'on va peut-être évoquer sera les États-Unis. Alors, absents lors de la dernière Coupe du Monde après 7 participations consécutives, ils se sont qualifiés cette fois, mais en finissant la phase de qualification pardon, derrière le Canada et le Mexique. Au milieu de cette phase de qualification, ils sont quand même octroyés une petite victoire en Gold Cup. Mais globalement, malgré de bons joueurs, certains que l'on connaît, des Pulisic, des McKennie par exemple, et d'autres qui commencent à s'exporter en Europe, on a l'impression de voir une équipe solide mais qui pêche offensivement. Et l'absence dans la sélection qui vient d'être dévoilée d'un Ricardo Pepi par exemple, ou d'un Jordan Siebatcheux qui aura marqué Jules, j'en suis sûr, pose forcément question quant à leurs réelles ambitions.
Ouais, bah écoute, tu quasiment tout introduit déjà, donc ça sert plus à rien qu'on fasse de preview, mais non, je rigole, on va quand même écouter Kevin Nieto qui est Ouais, quand bah, même, justement, qui est quand même, une référence sur les États-Unis et qui nous a répondu, très sympathiquement pour parler des USA. Alors pour cette, interview, spéciale sur les États-Unis, moi j'ai le plaisir de recevoir Kevin Nieto, que je suis depuis, assez longtemps maintenant sur Twitter et qui est évidemment un grand spécialiste, du football américain. Alors du football américain, pas du football américain, je le tiens à préciser. Il faut quand même, on ne passe pas d'un sport à l'autre comme ça. Salut Kevin, merci beaucoup d'être avec nous. Salut, salut, ben merci de l'invitation et ouais, tu as raison de préciser on va dire du Du soccer, hein, du soccer, soccer exactement, c'est vrai. nord-américain. C'est comme ça, on fait la différence parce que football américain, j'y connais rien du C'est tout, hein. vrai. Très belle appellation, le soccer. On va parler de soccer là pendant ces 10-12 prochaines minutes du coup. Bah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est évidemment parler de tous ces investissements qui ont été faits depuis plusieurs années aux États-Unis. Alors normalement, je demande quelle est la dynamique de l'équipe depuis 4-5 ans. Là, j'ai envie de te demander depuis encore plus longtemps, depuis que vraiment le soccer est devenu un sport majeur aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que cette équipe a réussi à de nouveau se requalifier pour une Coupe du Monde? Bah, déjà, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin. J'ai essayé de le faire court, mais quand il y a eu la dernière Coupe du Monde aux États-Unis, organisée aux États-Unis fin des années 90, le deal, en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de championnat professionnel aux États-Unis. Et donc, la FIFA a dit aux États-Unis, OK, on organise une Coupe du Monde chez vous, mais il faut une ligue professionnelle. Il y avait eu l'ancêtre de la MLS, et puis la MLS est donc revenue, et donc arrivée fin des années 90. Et en fait, depuis, le plan des États-Unis, tout simplement, c'est de développer leur championnat. C'est passé par plusieurs phases, puisque jusqu'à il y a encore quelques années, ça avait peut-être encore une image, tu sais, de championnat pour les joueurs en pré-retraite. Souvent, les joueurs européens, il y a eu des grands noms, on va pas tous les refaire, mais les Henry, les Drogba, les David Villa, etc., etc. Mais le but, voilà, c'était en fait petit à petit, au début de la MLS, il y avait peut-être 8-10 équipes. Maintenant, il y en a quasiment une trentaine, avec un championnat qui s'est développé, avec un pays qui a compris que la formation pouvait marcher, et on le voit ces derniers temps avec pas mal de jeunes Américains formés au pays qui s'exportent en Europe. Et donc voilà, il y a eu une espèce d'expansion du soccer du coup aux États-Unis, qui est toujours pas, attention, un des sports majeurs quand même, c'est pas au niveau du basket, du baseball, etc. Mais ça prend une importance intéressante, d'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et puis, je pense que là, ça va être un bon test, que ce soit pour les États-Unis ou que ce soit pour le Canada d'ailleurs, puisque la Coupe du Monde 2026 sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc voilà, c'est une sorte de grande répétition générale avec une équipe américaine qui est, je pense, intéressante. On va en parler, mais la génération, je pense, arrivera à son prime, si on peut le dire comme ça, en 2026. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui a été fait exactement? Alors, de manière générale, tu l'as un petit peu expliqué, mais au niveau de la fédération pour justement accompagner cette sélection vers des nouveaux objectifs, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui ont été mis en place? Qui est l'entraîneur actuel, par exemple, de la sélection? Est-ce qu'il y a un directeur technique national qui fait les choses bien? L'entraîneur actuel, c'est Greg Berhalter. Il a dirigé son premier match avec la sélection en janvier 2019. Avant, c'était l'entraîneur de Columbus Crew en MLS, et c'était aussi un ex-international américain, 44 sélections. Il a joué la Coupe du Monde 98 en France notamment, etc. Et depuis, il y a eu vraiment un renouveau, puisque les États-Unis ont gagné la Gold Cup 2021, ont gagné la CONCACAF Nation League 2021 également, se sont qualifiés donc pour ce mondial-là, même si tous les résultats n'ont pas forcément été parfaits. Mais tu vois, il y a vraiment un travail intéressant qui a été fait dans la continuité avec le coach, avec les joueurs. Donc voilà, c'est assez intéressant. Si on parle de ce que fait aussi la fédération au sens plus large, avec les clubs déjà, je crois que la formation, c'est un point intéressant. Puisqu'avant, il y a encore 15-20 ans, peut-être, aux États-Unis, il n'y avait pas de centre de formation, hein. Les États-Unis, historiquement, c'est un pays d'athlètes, tu le sais. Ils sont au top dans beaucoup de sports, mais en fait, ils ne formaient pas vraiment des footballeurs.
et maintenant qu'ils se mettent à former vraiment des footballeurs avec des centres de formation performants, avec des infrastructures performantes. Et d'ailleurs, tous les joueurs francophones à qui j'ai parlé, qui sont allés jouer là-bas ou qui y sont encore, ce qu'ils te disent tout de suite, c'est que les infrastructures n'ont rien à voir avec ce qu'on voit en Europe bien souvent. Donc tout ça, ça a fait en sorte que tu te retrouves avec une équipe américaine qui commence à avoir des ambitions, et ce qui semble assez logique pour un pays qui fait plus de 300 millions d'habitants au final. C'est même illogique pour l'instant de ne pas avoir une grande nation avec un pays qui a autant d'habitants. C'est clair. Et bah, d'ailleurs, cette politique de formation, on la ressent un petit peu, j'ai l'impression, dans cette sélection américaine, qui est encore très très jeune. Là, la liste vient de sortir dernièrement et il y a énormément de jeunes talents, alors qu'on connaît pas mal en Europe. Il y a quelques grands noms. Il y a évidemment Giovanni Reina de Dortmund, qui est la pépite annoncée. Il y a Christian Pulisic qu'on connaît depuis plusieurs années, mais c'est encore des joueurs qui sont très jeunes. En tout cas, les joueurs qui sont reconnus en Europe sont des joueurs qui sont très jeunes. C'est des joueurs qui sont très jeunes. Tu peux citer le milieu de terrain, qui pour moi est un des milieux intrinsèquement, je pense, les plus talentueux peut-être de la compétition. Mhm. Quand tu vois Brendan Aronson qui joue à Leeds depuis cette saison et qui est en train de tout casser, quand tu vois Tyler Adams, lui aussi, il est à Leeds, Weston McKennie à la Juventus, t'as Younous Moussa qui est probablement, je pense qu'il a 19 ans, il est à Valence, je pense que ça sera le plus talentueux. C'est un milieu de terrain, par exemple, qui est très très jeune, et c'est pour ça que je te dis que c'est un milieu qui va arriver à maturité en 2026 et que c'est une grande répétition 2022 en fait. Mais oui, ouais, c'est encore un milieu très très jeune, une équipe pardon très jeune, et en fait même parmi les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, pardon, tu as des joueurs de 19, 20, 21 ans encore derrière qui vont pousser fort, et je pense qu'ils seront là aussi en 2026. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça sera peut-être un peu juste pour faire des résultats cette année, mais en 2026, je pense qu'on aura une belle surprise. Justement, avant de rentrer un petit peu dans le détail de la sélection et des joueurs en tant que tels, tu me parles de maturation jusqu'à 2026. Est-ce qu'on peut définir un objectif pour cette équipe des États-Unis là, pour cette compétition? Il y a un groupe qui semble quand même être à leur portée pour au moins sortir des poules, mais après, qu'est-ce que c'est l'objectif? Je pense que déjà, si tu arrives à sortir de la poule, ta Coupe du Monde est réussie. Voilà, t'es les États-Unis, t'as pas fait la dernière Coupe du Monde, même si avant t'étais un habitué depuis cette édition. Tu fais quand même pas partie des favoris ou même des outsiders. Donc je pense que si tu arrives à sortir d'une poule qui, attention, est relevée, même si elle semble abordable quand même. Je pense qu'elle est peut-être plus abordable que celle du Canada, par exemple, qui a la Belgique, la Croatie et le Maroc. Mais il faut déjà en sortir. Je pense que si tu en sors et que tu arrives jusqu'en huitième, c'est un premier bon point. Derrière, à mon avis, c'est du bonus. Je pense pas que les gens s'attendent là-bas à voir les États-Unis arriver sur un quart ou une demi, par exemple. Pas cette année, en tout cas. Est-ce que sur ces 26-là, tu peux nous faire un petit récapitulatif des forces et des faiblesses et des certitudes aussi qu'il y a dans cette équipe? Parce qu'on l'a dit, c'est une équipe très jeune et du coup, il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'expérience et tout ça. Au niveau des attaquants, les États-Unis ont un peu de mal à se trouver un top buteur. Ouais. Tu as pas mal de jeunes Timothy Weah, qu'on connaît bien en France. qui arrivent. Exactement, tu as Timothy Weah, mais qui va peut-être plus jouer sur une aile. Même à Lille, on le voit qu'il peut jouer sur un côté. Et avec les États-Unis, en général, il est peut-être un peu plus sur un côté ou sur un demi-espace. Le poste de buteur pur, il y avait beaucoup de discussions. On se doutait que Jesus Ferreira allait être dans la liste. C'est un jeune de 21 ans qui joue à Dallas, qui vient de mettre 18 buts en championnat. Il a 7 buts en 15 sélections. Lui, il y est, pas de souci. On se doutait aussi que Josh Sargent, si je dis pas de bêtises, qui joue à Norwich, allait être en sélection. La grande question, c'était qui sera le troisième buteur. Beaucoup pensaient à Ricardo Pepi. Ricardo Pepi, on en a entendu parler l'été dernier, non, même l'hiver dernier, pardon, puisqu'il a rejoint Augsbourg en provenance de Dallas pour 18 millions d'euros. Ça n'a pas marché énormément en Allemagne. Il a été prêté cet été aux Pays-Bas à Groningen, et depuis, il casse tout aux Pays-Bas et ça se passe très bien. Donc on se disait qu'il pourrait être là. Au final, il n'y est pas. On peut penser aussi à Jordan Pifok, qu'on connaît plus en France sous le nom de Jordan Siebatcheux, qui joue à l'Union Berlin et qui sera pas là non plus. Au final, c'est Haji Wright qui sera le troisième buteur de pointe, qui joue à Antalyaspor, il a 24 ans, et pour l'instant, il est à 9 buts en 12 matchs de championnat. Donc voilà, je pense que la grosse crainte du côté des États-Unis, toujours, c'est d'avoir un buteur régulier en sélection.
Ça, c'est un gros problème. On va voir si Jesus Ferreira arrive à prendre ses responsabilités pendant ce mondial. Sur le reste de l'effectif, alors on va peut-être un petit peu moins parler des défenseurs parce que c'est vrai que c'est des noms qu'on connaît un petit peu moins, en tout cas en Europe, mais au milieu de terrain, qui semble être le poste le plus fourni, est-ce qu'il y a des joueurs qui se dégagent? Tu as parlé tout à l'heure de Adams, il y a évidemment Winston McKennie, Aronson. Est-ce qu'il y a un trio, un duo, je sais pas dans quel dispositif ils vont jouer exactement, mais qui se dégage? Le trio, voire le quatuor, c'est possible que ce soit Aronson, McKennie, Moussa et Adams. Ok. Selon comment ça joue, il y en a un qui peut jouer un peu sur un côté. Donc si on part sur un 4-4-2 par exemple, c'est possible que les quatre soient là. Si on part sur un 4-3-3, je pencherai quand même sur Aronson, McKennie et Tyler Adams, bien que Douce Moussa puisse être titulaire sans aucun problème. Ça, c'est vraiment les quatre noms principaux. Ensuite, tu as Christian Roldan et Kellyn Acosta qui jouent en MLS. Kellyn Acosta, c'est plus de 50 sélections. Donc ça, tu vois, c'est un cadre et cadre du vestiaire aussi, mais ils seront sur le banc. Tu as quand même un milieu de terrain qui est très intéressant. Génial. Bah écoute, moi j'avoue que je suis assez impatient de pouvoir découvrir cette belle équipe américaine parce que il y a, comme tu l'as dit, il y a une nouvelle génération qui arrive et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de préparation pour ce mondial 2026 qui se jouera à domicile. Et puis il y a quand même quelques petits joueurs un petit peu bonbons dans cette équipe, donc c'est sûr que ça va être assez séduisant à voir jouer. En tout cas, merci beaucoup Kevin d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre. Eh ben merci, merci à vous les gars et puis bonne Coupe du Monde. Bon, bah, super intéressant en tout cas, une fois de plus, hein, Kevin Nieto, on s'attendait quand même à ce que ce soit un contenu de qualité. Qu'est-ce que toi t'en penses globalement, Val, de ces États-Unis? Écoute, je trouve qu'il y a une génération qui est assez sympa et moi je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça fait partie un peu des équipes hype de cette compétition, parce qu'en plus ça fait longtemps qu'on les a pas vus et il y a quand même une génération qui est assez cool et forcément c'est aussi le travail de plusieurs années, et de plusieurs années d'investissement dans le foot aux États-Unis. Donc ça va être sympa de voir comment ça se concrétise clairement, sur cette compétition. Mais ouais, une petite équipe, une petite hype autour de ces ricains. Ouais, les fameux représentants du soccer. On va voir, on va voir ce que ça donne sur le terrain et s'ils arrivent justement à utiliser tout ce potentiel qui a l'air quand même de germer. On va passer du coup maintenant à notre troisième équipe du groupe. On reste sur des équipes qui parlent anglais, donc le Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, c'est un peu l'équipe sur laquelle perso, moi j'arrive pas trop à me placer justement. Je pense que dans le groupe, ça va peut-être être, voilà, ça risque d'être avec eux, enfin la bataille avec la deuxième place risque d'être entre le Pays de Galles et les États-Unis. Ils sortent d'une Ligue des Nations quand même assez cata, un seul point, mais dans un groupe où tu avais Pays-Bas, Belgique, Pologne. Et pourtant, c'est la deuxième Coupe du Monde de leur histoire, après celle de 58, et en ayant été en huitième du dernier Euro. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de nos chers Gallois? Bon, alors les Gallois, moi je vais clairement laisser plutôt notre invité en parler. Par contre, on peut attendre de cette preview un accent anglais parfait. Et c'est pour ça qu'on a créé un crossover entre Tom Abadi et Tom Williams. Le crossover, on va l'appeler le crossover Tom. Et voilà, donc c'est en fait, je vous dis ça parce que c'est Tom Abadi qui a donc interviewé Tom Williams pour cette preview Pays de Galles. Et c'est absolument succulent. Je vous laisse déguster ça. Tom Williams qui nous rejoint. Tom Williams, comment ça va? Très bien, Tom. Et toi? Ouais, super. On va parler du grand pays qui est le Pays de Galles. On a tous les deux une approche singulière au Pays de Galles. Toi, tu es évidemment gallois. Tu es assez fier d'en parler quand tu viens sur le canal Football Club notamment ou Match of the Day. Tu es aussi journaliste pour The Athletic. Donc, ça va être parfait pour pouvoir parler de ton pays. Avant de démarrer sur toutes les questions, toi, c'est spécial pour toi comment de se qualifier pour une Coupe du Monde en tant que Gallois? C'est incroyable. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et le Pays de Galles, l'équipe nationale, était nulle. On était nuls. On prenait des raclées partout. Et j'avais l'habitude de dire à mon père à cette époque-là que si jamais le Pays de Galles se qualifie par un tournoi majeur, ça me suffirait pour toute ma vie, juste une fois. Et même si on se faisait humilier dans chacun de nos matchs, juste de voir le Pays de Galles jouer un grand tournoi à cette époque-là, c'était un rêve qui semblait inaccessible. Et depuis,
Le Pays de Galles a joué 2 tournois majeurs, donc les deux derniers championnats européens. Mais là, c'est un mondial. Et ça, c'est autre chose. Et c'est le premier mondial depuis 1958. Donc, ça date. Et mon père, il était assez petit. Il avait 8 ans à cette époque. Donc, il a quelques souvenirs, mais pas vraiment. Et à part lui et sa génération, il y a personne au Pays de Galles qui a vu le Pays de Galles jouer à un mondial. Donc, on a connu. Et depuis, évidemment, le Pays de Galles s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Alors, on reviendra exactement sur comment ils ont fait ça, mais comment est-ce que le Pays de Galles s'est entretenu, entre guillemets, comment est-ce que le Pays de Galles va en tant qu'équipe depuis juin 2021? On se retrouve à cheval entre deux générations. Donc, on a la génération, les héros de l'Euro 2016, donc les Gareth Bale, les Aaron Ramsey, les Joe Allen, les Ben Davies. Et ils sont toujours là, et ils sont tous aussi importants, mais il y a une nouvelle génération qui arrive. Nico Williams, Brennan Johnson, Ethan Ampadu. Donc l'espoir qu'on a au Pays de Galles, c'est que cette nouvelle génération va être capable de prendre la relève après la génération de l'Euro 2016. Et ce qui me donne optimisme, confiance, c'est qu'à chaque fois que je regarde le Pays de Galles, je suis impressionné par son niveau de jeu. On sait comment jouer au football. Et ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on a un bon niveau de football. On est plutôt solide défensivement. Et on n'a pas l'impression que les joueurs entrent sur le terrain en ayant peur de ce qui va se passer. Je dirais que malgré quelques doutes par rapport aux blessures de quelques joueurs clés, je dirais que l'équipe aborde ce tournoi dans un état, que ce soit mental, que ce soit physique, qui est plutôt prometteur. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé pour être sélectionneur de Rob Page? Déjà, c'était un défenseur central pendant l'époque dont je parlais tout à l'heure, la fin des années 90, les années 2000, quand l'équipe était vraiment nulle. Et malheureusement pour lui, Rob Page était un des symboles de cette époque. C'est pas parce que lui, il était nul, mais il était un de ces joueurs un peu lambda qui formait l'ossature d'une équipe nationale qui arrivait jamais à se qualifier pour les tournois majeurs. Et depuis, elle a fait ses preuves en tant qu'entraîneur avec Port Vale et Northampton Town. Puis il a passé 2 ans à la tête des espoirs gallois. Donc ça veut dire qu'il connaissait déjà beaucoup des jeunes joueurs qui sont arrivés en équipe nationale senior ces dernières années. Et il était au départ l'adjoint de Ryan Giggs, mais avec les soucis judiciaires qu'a connu Ryan Giggs, c'est lui qui est nommé entraîneur. Il a déjà dirigé l'équipe à l'Euro 2020, l'été dernier. Et c'est donc lui qui a été le responsable pour la campagne de qualification pour ce mondial. Et en termes de son style d'entraîneur, c'est quelqu'un qui fait des choix assez osés. Moi, j'étais ce qui m'a frappé pour les matchs de barrage face à l'Autriche et face à l'Ukraine, c'est qu'il a aligné pour ces 2 matchs des équipes très offensives. Ce n'est pas quelqu'un qui avait un grand profil au Pays de Galles avant sa nomination, mais depuis son arrivée, il a presque tout fait bien. Il est plutôt populaire au Pays de Galles. Plutôt populaire. Tu nous parlais de l'ancienne génération, notamment les Hennessy, les Ben Davies, Ramsey et Bale, et Joe Allen. C'est tous des joueurs qu'en France, évidemment, on peut connaître si on suit un minimum la Première Ligue. Mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs, évidemment tu nous as parlé de Harry Wilson, mais il y a d'autres joueurs comme Brennan Johnson qui sont à suivre, j'imagine, pour ce tournoi? Oui, les joueurs susceptibles d'être titulaires. Il y a Ethan Ampadu, jeune milieu défensif de 22 ans qui joue à Spezia actuellement en Italie, qui a été formé à Chelsea
et qui a été perçu pendant un long moment comme un grand espoir du foot gallois, qui est très très à l'aise balle au pied, qui peut jouer défenseur central, milieu de terrain central aussi. Il y a Nico Williams, 21 ans, qui a quitté Liverpool l'été dernier pour rejoindre Nottingham Forest, qui est un piston droitier mais qui joue à gauche en équipe nationale. Et qui a eu un début de carrière internationale un peu délicat, mais depuis est devenu l'un des hommes de base de la système de Rob Page. Il est capable de dynamiter tout le côté gauche à lui seul. C'est les allers-retours sans cesse, beaucoup de centres, beaucoup de frappes. Il me rappelle un peu Gareth Bale, en fait, qui jouait le même côté du terrain, même si Bale est gaucher, Nico Williams est droitier, mais volume de jeu incroyable. Et aussi à Nottingham Forest, il y a Brennan Johnson, qui lui a 21 ans, un autre grand espoir du foot gallois, qui a l'habitude de jouer avant-centre avec Nottingham Forest et en équipe nationale, mais ce n'est pas un neuf classique, c'est un joueur très technique, il est très grand, très 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 fin, il n'a pas toujours été titulaire avec Forest ces derniers temps en Première Ligue, mais il est souvent titulaire en équipe nationale. Et c'est un joueur qui semble avoir les qualités nécessaires pour faire une bonne carrière dans le foot international. Donc, ça va être un tournoi important pour lui. Voilà, ce sont les joueurs qui incarnent la relève, qui incarnent la génération, qui espèrent suivre la génération de l'Euro 2016 et assurer que le Pays de Galles ne va pas devoir patienter encore 50 ans avant de pouvoir se qualifier régulièrement pour les tournois majeurs. Justement, t'en parles de cette attente très très longue depuis 1958. On a vu beaucoup de très belles images en sortant du Pays de Galles, notamment avec le match contre l'Ukraine. Quelle est l'ambiance au pays actuellement? J'imagine que c'est un événement exceptionnel. Oui, malheureusement, c'est un peu mitigé parce que le tournoi se joue à Qatar. Mais à part ça, oui, l'ambiance pour ces deux matchs, le match face à l'Autriche déjà, et puis le match face à l'Ukraine, a été exceptionnel. Et tu as bien fait de souligner l'importance de cette chanson, Ama Ouhid, qui est devenue l'hymne de l'équipe nationale, qui est chanté par un chanteur qui s'appelle David Iwan, qui est un ancien séparatiste, en fait, qui a passé du temps en prison au Pays de Galles, qui a toujours milité pour les droits des Gallois, pour les droits de la langue galloise. Et c'est cette chanson qu'il a chantée pendant des années, qui est devenue le symbole de l'équipe actuelle. Et c'était une chanson que moi, personnellement, je ne le connaissais pas, parce que on peut être gallois et on peut être très, très fier de ses origines, même sans parler un mot de la langue. Et en fait, je crois que ce que cette chanson a fait, c'est que ça a mis la langue galloise au centre de l'engagement qui existe entre les supporters et l'équipe. Et c'est quelque chose de très fort. Déjà, moi, à chaque fois que j'entends l'hymne national du Pays de Galles, Hen Raven Hade, je suis au bord des larmes. Peu importe le contexte. Donc, quand on ajoute tout le reste, cette autre chanson de David Iwan et tout ce qui se passe autour avec la langue et tout ça, c'est fort. C'est très fort. Pour finir, on va parler un peu des objectifs. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce tournoi dans un groupe qui n'est pas forcément simple, mais en même temps pas impossible à sortir? Oui, c'est un groupe compliqué parce que sur le papier, tu te dis les États-Unis, c'est une génération très jeune, l'Iran, ça fait pas trop peur. Mais en fait, si on consulte le classement FIFA, c'est le groupe le plus serré de tout le tournoi, en fait, parce que tous les 4 équipes se trouvent actuellement dans le top 20. Donc, je pense que on aura droit à des matchs assez serrés. On estime capable de battre l'Iran, de battre les États-Unis, et puis, le rêve, c'est de battre l'Angleterre. Le rêve, c'est d'éliminer l'Angleterre. Ça, c'est le rêve ultime. L'objectif, c'est de sortir du groupe, comme on a fait à l'Euro 2020. Si on peut aborder ce 3e match face à l'Angleterre en sachant qu'on est déjà qualifié, ou au moins avec quelques points déjà
déjà en poche. Puis on va peut-être commencer à se projeter vers le tour suivant. Mais oui, l'objectif principal, c'est de sortir du groupe. Et si on peut battre l'Angleterre, ce sera cerise sur le gâteau. Déjà que c'était beau de voir ce fameux crossover entre les deux tomes, hein. On va espérer le meilleur pour la bande de Gareth Bale, hein. On verra ce que ça donnera sur le terrain dans les matchs qui arrivent. On va passer tout de suite à notre dernière équipe, pardon. Il faudrait quand même que je les respecte un petit peu. C'est l'équipe que l'on connaît de moins du groupe, et c'est ça qui rend intéressant nos petites previews, hein. L'Iran, entraîné par Carlos Queiroz, qui vient de reprendre la sélection. Il était passé 2 fois déjà, il me semble. Donc il était entraîneur de l'Égypte il y a peu, où il les a amenés quand même en finale de la CAN et aux portes de la Coupe du Monde pour la fin qu'on connaît. L'équipe a l'air d'évoluer dans un style assez similaire, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement de cet Iran, avec des éléments quand même offensifs assez intéressants comme Taremi ou Azmoun? Ouais, écoute, moi, a priori, l'Iran, j'ai jamais vu un match de cette équipe à part, dans les compétitions. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit site internet qui existe, qui a été racheté par un mec qui a un petit peu d'argent, qui s'appelle Elon Musk, qui a permis donc de reprendre Twitter. Et Twitter est un formidable outil pour trouver des gens qui sont spécialisés sur ce genre de pays-là, ce qui n'existe pas dans la vraie vie commune. Ça existe que sur Twitter. Donc c'est pour ça qu'on a été interviewé la page Foot Iranien, que certains suivent peut-être sur Twitter, qui nous a évidemment expliqué un petit peu tous les enjeux, les faiblesses, les forces de cette équipe iranienne. Et je vous laisse écouter ça. Alors David, première question assez simple. Où on est actuellement, dans quelle dynamique arrive l'Iran à l'aube de cette Coupe du Monde? Bonjour à tous, tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, les joueurs sont pas mal divisés aussi un peu au sein de l'effectif. On a déjà, on a deux noms importants qui sont des titulaires, c'est Mehdi Torabi et Vaïd Amiri. Et ils sont des partisans du régime et du coup, on sent qu'il y a une division entre les deux camps, même si dans le jeu ça se voit pas. Mais on peut le voir sur les à côté, par exemple. Il y a une volonté de ne pas chanter l'hymne et eux ils la chantent, mais apparemment ça pose pas de problème dans le jeu, donc c'est très bien. Mais on sent qu'il y a une certaine l'équipe en général est très a dépensé vraiment sur le fait que qu'est-ce qui se passe au pays, tout ce qui se passe au pays, est-ce qu'il faut, enfin, il y a des il y a beaucoup de choses qui se disent entre les gens, qui se disent est-ce que ce serait pas mieux de ne pas y aller pour se concentrer sur les événements actuels, ou est-ce qu'il faut y aller justement pour exposer ces événements? Parce qu'on l'a vu récemment, que ça soit on l'a vu en beach soccer, on l'a vu en water polo, hier on l'a encore vu en championnat national de tir à l'arc. Il y a une vraie volonté de soutenir le mouvement, même si aujourd'hui, ça reste un mouvement très centré sur la jeune génération des années 2000. Donc, c'est pas encore, enfin, c'est pas que les autres ne le soutiennent pas, mais ce sont pas des gens qui vont se sortir. Ils ont vécu trop de choses. Et du coup, je pense que aujourd'hui, au sein de l'effectif, beaucoup sont dans cette phase de il faut y aller, il faut exposer ce qui se passe, mais surtout il faut se battre pour le pays. C'est ça qui est important aussi en Iran, c'est ce côté patriotique, cette volonté, ce sentiment que on se bat non seulement pour la victoire, mais aussi pour exposer le pays. Aujourd'hui, l'Iran, ça reste quand même l'un des pays les plus fermés au monde, et du coup, c'est cette fenêtre de la Coupe du Monde, tout le monde veut s'en servir, que ça soit les pros ou les anti-régimes. Chacun voulant dire voilà, nous on est toujours là. L'Iran est toujours là, on n'est pas parti, il n'y a pas 2500 ans d'histoire de l'Empire perse qui ont disparu. Donc il y a cette volonté aussi de représenter la nation, le peuple. Et donc je pense au sein de l'effectif, il y a vraiment cette dynamique de vraiment tout bien faire.
OK et du coup, donc si sur le terrain, ces divisions-là potentielles par rapport aux différents points de vue, se ressentent pas forcément, l'équipe en elle-même sur les derniers résultats, on a quel sentiment, enfin, est-ce qu'on aborde peut-être cette compétition avec des ambitions? On est rassuré par rapport à ce qui s'est passé depuis les dernières compétitions internationales majeures? Ouais. Ce que je n'avais pas, c'était, il y a un truc spécial que Queiroz a. Quand il parle, on sent qu'il y a non seulement la passion de l'entraîneur, mais aussi il y a une vraie volonté les joueurs l'aiment écouter. Queiroz, c'est quand même un entraîneur qui est passé par le Real Madrid, qui a dirigé le Portugal pendant plusieurs années, Manchester United, l'Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui a un aura très important au milieu du foot, comme un Carlo Ancelotti, je pense. Et du coup, les joueurs se disent, mais c'est une occasion énorme d'apprendre auprès des meilleurs. Il faut l'avouer, nous, on n'a pas de grands entraîneurs. On a eu, je crois, il y a une époque Ali Daei, mais bon, Ali Daei, c'était pas tip top. C'était, c'était plus, c'était plus un, on écoutait, c'était la légende du foot. C'était pas un tacticien de très très performant. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas trop duré. Je crois que ça a duré 2 ans. Mais c'est quelqu'un qui a un aura. Queiroz, il a l'aura plus le talent tactique. Et du coup, c'est ça, ce qui est important, c'est le fait d'avoir battu l'Uruguay, pour moi, ça signifie aussi que c'était un message pour envoyer, notamment vis-à-vis de l'Angleterre et des États-Unis, dire, nous sommes capables de vous battre, méfiez-vous, préparez-vous. Nous, on est prêts. C'était ça le message, je pense, avec l'Uruguay. Et je pense que même moi, j'ai été surpris. Pour parler au global, du coup, Carlos Queiroz, effectivement, hein, c'est un sacré coach. Il a eu un long passage dans la sélection iranienne. Quand même, est-ce que tu peux me parler un petit peu de son travail globalement? Comment ça se ressent dans le jeu de l'Iran qu'on va voir du coup dans les prochains jours? Il a énormément travaillé déjà au niveau des infrastructures. Au début, quand il est arrivé en 2011, on n'avait pas des infrastructures dignes de ce nom. C'était délabré, c'était pas les meilleurs gazons. Il est venu, il a imposé sa patte, il a obligé la fédération à investir sur les installations. Il a fait des investissements énormes. On n'est pas habitué à faire des investissements comme ça, nous, en Iran. Et je crois qu'ils ont investi pas mal d'argent dans les infrastructures. Déjà, ça crée un bon milieu de travail pour les joueurs et pour le staff. Ensuite, l'un des défauts de l'Iran, en fait, on avait l'attaque, elle était très bien. Ce qu'on a, enfin, à l'époque, en tout cas, même dans le passé, avec Ali Daei et compagnie, on avait vraiment une bonne attaque. Là où on avait vraiment des problèmes, c'était vraiment la défense. Et du coup, il a commencé à solidifier ses défenses. Et il avait raison, c'est qu'en fait, il est parti dans cette idée il suffit de marquer un seul but de plus que l'adversaire. Du coup, il s'est dit, on va défendre très fort, et ensuite on tentera en contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2014. C'était en 2014, je sais pas si tu t'en souviens, mais on avait tombé avec l'Argentine. Mmh. Et il avait fallu la magie de Léo Messi pour réussir à arracher la victoire. Et ça, pour moi, c'était ça. C'est l'un des matchs les plus importants pour dire combien la défense était solide. Ouais. Les gens, moi je voyais des joueurs qui se jetaient devant le ballon. Non, non, il faut pas qu'il rentre, il faut pas qu'il rentre. La tête, les parties spéciales, tout. Et ça, c'est très fort. Et sur ça, il a travaillé. Donc ça, c'était en 2014. Ensuite, en 2018, il a commencé à travailler sur l'offensif. C'est pour ça qu'on a vu pas mal, notamment Espagne et Portugal, on a pas mal vu des attaques. Et il n'y avait pas vraiment on va en contre-attaque, c'était la défense assure et ensuite on construit en attaque. Et c'est très intéressant cette étape qu'il avait créée. Et on était vraiment en train d'assister à une construction de bâtiments, de des fortifications jusqu'au dernier étage. Je pense Ouais. que s'il était resté, ça aurait été encore plus intéressant. Donc là, il reprend un peu. Il y a il y a des choses à régler, bien sûr, mais on sent que on a hâte de voir ce que ça va donner.
Bah, en plus, c'est vrai que cette patte, on a pu la voir avec l'Égypte, hein, ce côté très défensif et contré, on a pu bien le voir, hein. Du coup, si tu avais, bah, du coup, on connaît pas forcément les joueurs, iraniens. Si tu avais quelques joueurs à nous citer, à suivre, sur la compétition, ce serait qui? Bah, déjà, il y a Mehdi Taremi, obligé. Forcément. Non, mais en dehors de Azmoun ou de Mehdi Taremi, tu vois, peut-être? Ouais, Sardar Azmoun aussi. Ensuite, moi, j'aimerais bien aussi voir, c'est Sayed Manesh, je crois. Ali Al Sayed Manesh. Alors, lui, je sais pas s'il sera là, je crois qu'il s'est blessé. Ouais, Je crois qu'il s'est blessé, du coup, je sais pas s'il sera là. Mais il y a des joueurs comme lui. Ensuite, bon, bah, bien sûr, il y a Sardar Azmoun, bien sûr aussi que faudrait suivre. Moi, j'aimerais bien aussi voir Ezzat Olaï. Ezzat Olaï, c'est un joueur qui a beaucoup pesé sur la fin du premier mandat de Queiroz. Et c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir. Parce que d'accord. parce que, disons que c'est un joueur, de par son parcours, c'est spécial. C'est que, déjà, il avait débuté en Iran, ensuite il rejoint l'Atlético de Madrid, le centre de formation de l'Atlético. Il arrive là-bas, alors, il aurait pu rester parce que, de ce que j'avais entendu, Simeone lui avait demandé de rester, qu'il aurait sa chance. Mais malheureusement, il y avait Sardar Azmoun derrière qui faisait pression pour qu'il le rejoigne en Russie. Et il a préféré le rejoindre en Russie. Donc, malheureusement, il s'est un peu perdu. Ensuite, je crois qu'il est parti au Danemark, à Vejle. Mais je sais plus après ce qu'il est devenu. Mais c'est un joueur qui, j'espère que on le verra plus. OK. Euh, ouais, je pense que c'est tout. Après, les autres noms sont pas mal connus. Bah, déjà, comme Ouais. Taremi, bah, déjà, il y a Beiran Vand, qu'on avait vu passer par Antwerp, Mmh. ensuite par Boavista, je crois. Et du coup, il y a lui qui sera intéressant parce que du coup, on se demande est-ce qu'il va être en forme pour arrêter les penalties de Ronaldo. Non, mais déjà, s'il peut arrêter les penalties de Gareth Bale et compagnie, ce sera déjà ça. OK. Bon, très bien. Bon, dernière question, est-ce que, alors du coup, c'est quoi l'objectif concret de l'Iran, pour la coupe du monde? C'est quoi? Vous visez, la 2e place et essayer de, voilà, de faire un petit huitième de finale, ou, c'est juste, faire, bonne figure, et être fier de son équipe? Je pense que faire bonne figure, ça serait déjà un minimum. Ça, c'est vraiment tout le monde le veut, Mmh. parce que comme je dis, c'est quand même un pays qui est fermé. Ouais, Quand on y va là-bas, on est dans un autre monde. Moi, quand j'y vais, j'ai l'impression qu'on a changé de monde, où il n'y a pas de la liberté, il n'y a pas le droit, il n'y a pas toutes les libertés qu'on veut. Les voitures, les immeubles, tout semble être d'un autre âge. Et du ouais, coup, le mondial, c'est vraiment cette fenêtre sur le monde. C'est là où on voit tous les étrangers, quoi. Bien sûr, c'est ouais, pas tous les étrangers, mais on voit les sélections étrangères. C'est vraiment beau. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, même si les Jeux Olympiques, de par leur largeur, c'est pas facile. Mais la Coupe du Monde, c'est un côté fierté. Le foot, c'est quand même le sport numéro 1 en Iran. C'est très suivi. Donc, il y a vraiment cette volonté. Bien sûr, parmi les supporters les plus anciens, les plus fervents, ils attendent aussi une qualification. Ils veulent vraiment passer cette étape qui est la phase de groupe, qu'on n'a jamais passée. mmh, Je crois qu'on l'a jamais passée non plus avant la Révolution. mmh. Donc, ça serait déjà intéressant de se dire que on a déjà fait mieux. Bon, bah, personnellement, j'ai quand même appris pas mal de choses. Tu as pensé quoi, toi, Val, de ce qu'on peut attendre de notre cher Iran? Écoute, la partie footballistique, je pense qu'il y a pas grand-chose à attendre. S'il doit se passer quelque chose, ce serait une surprise, ce sera formidable pour eux. Surtout vu le contexte, géopolitique, qui est assez tendu. Évidemment, on va pas spoiler ce que va nous raconter JB Guégan pendant toute la compétition, mais voilà, il y a un contexte qui est compliqué et le football peut être à la fois un exutoire et à la fois un moyen de faire passer des messages, et c'est ça qui est assez cool aussi.
C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, écoute, en tout cas, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai appris plein de trucs. J'espère qu'il en est de même pour vous. Merci encore à Tom Williams, à Kevin Nieto, à Foot Iranien et à Quentin Guesp. C'était vraiment super intéressant. On vous partagera bien entendu toutes leurs infos, réseaux, etc. que vous alliez de vous-même en savoir plus. N'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, beaucoup autour de vous plutôt, en apprendrez énormément. On sera là tous les jours avant la compétition et pendant celle-ci également avec nos quotidiennes pour vous accompagner jusqu'au bout. Merci à tous, on se retrouve très vite.